Alors bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présence ici pour cette table ronde intitulée Politique de santé, l'Union européenne joue son avenir. Aujourd'hui, nous recevons donc Madame Françoise Grossetête, députée européenne depuis 1994, anciennement conseillère régionale des Rhône-Alpes. Madame Grossetête est très investie dans la question de la santé, notamment en étant présidente de l'Alliance européenne contre la maladie d'Alzheimer. De plus, nous avons Monsieur Olivier Véran, député de la première circonscription de l'Isère, rapporteur général de la Commission européenne des affaires sociales, mais aussi neurologue praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Alors, tout d'abord, on pourrait croire que la question de la santé relève de la souveraineté nationale. Cependant, quelle est alors la valeur ajoutée de l'Europe en la matière? Comme vous voulez, allez-y. Bon, eh bien, écoutez, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de me permettre de venir ici à Grenoble. D'abord, c'est toujours un plaisir. Et surtout pour parler, bien sûr, de questions européennes, puisque vous avez compris, je suis une députée européenne déjà ancienne, 25 ans de Parlement européen, avec des vraies convictions européennes. Et c'est vrai que ça n'est pas... Le sujet est un sujet qui n'est pas évident, souvent pour nos concitoyens, de se dire « Ah bon, l'Europe, mais qu'est-ce qu'elle a à faire dans la politique de santé ?» Alors, je vais vous démontrer que oui, elle a beaucoup de choses à faire, même si, bien sûr, l'Union européenne partage les compétences en matière de santé avec les États membres, parce qu'on le verra, il y a quand même beaucoup de volets de cette politique de santé qui ne relèvent que de la compétence des États membres. Donc, pour résumer, l'Europe, elle assure la coordination des politiques de santé nationales parce que dans un certain nombre de domaines, les frontières n'existent pas. Entre autres pour les grands défis transfrontaliers, ne serait-ce que les épidémies, et puis parce que nous avons le marché unique et que les médicaments, la législation donc, pharmaceutique, les dispositifs médicaux font partie de ce marché unique. Et donc, là, l'Union européenne a véritablement compétence. Alors, bien évidemment, les États membres, eux, gèrent eux-mêmes l'organisation des systèmes de soins, prennent les décisions budgétaires qui concernent le prix, le remboursement des médicaments, même si certains aimeraient que l'on progresse dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, c'est ainsi. Et je pourrais d'ailleurs en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc, je rappelle que pour l'Union européenne, l'objectif de la politique européenne de santé, c'est assurer, garantir un égal accès de tous à une santé qui soit une santé ou à des soins de santé qui soient de qualité et sûrs. Alors, moi, je suis profondément convaincue que l'Europe est une vraie valeur ajoutée dans le domaine de la politique de santé. Je vais vous en donner quelques exemples. Je suis persuadée que cette coopération au niveau européen, elle nous rend plus forts. J'ai un exemple concret dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les réseaux européens de référence. Ce sont des réseaux d'expertise transeuropéens qui sont labellisés par la Commission européenne et qui ciblent aujourd'hui les maladies rares. Les maladies rares sont très nombreuses, mais elles ne concernent qu'un infime pourcentage de la population européenne. Et il est nécessaire, en ce qui concerne les maladies rares, de rassembler toutes les informations que l'on peut avoir, toutes les expertises au niveau européen. Il est impensable aujourd'hui sur les maladies rares de penser travailler de façon isolée. C'est absolument impensable. Alors, ces réseaux européens de référence qui sont labellisés par la Commission européenne ont permis d'avoir aujourd'hui 24 centres qui sont établis sur des maladies rares et qui regroupent plus de 900 unités de soins permettant à peu près 300 hôpitaux de travailler ensemble. Alors, les professionnels de soins dans ces réseaux européens de référence travaillent ensemble avec une plateforme informatique commune qui est mise en place par la Commission et qui facilite
entre autres les téléconsultations. Parce que j'ai été moi-même rapporteur d'une directive il y a quelques années, la directive soins de santé transfrontaliers, qui permet à tout citoyen européen de choisir, de bénéficier de soins de santé non d'urgence, mais programmés dans un autre État membre de l'Union européenne. Certes, pour la plupart de ces soins, il faut une autorisation de son propre système de santé, de protection de santé, mais pour les maladies rares, on comprend très bien que cela est indispensable. Il y a des États membres où des maladies rares ne sont absolument pas diagnostiquées. Et c'est donc la double peine pour un patient qui est atteint d'une maladie rare et qui ne pourrait pas être diagnostiqué dans son propre État membre, et donc de ce fait, bien sûr, qui ne pourrait pas bénéficier de la moindre perspective de soins adaptés. Donc cette directive, elle permet cela. Et alors on a eu des difficultés, beaucoup de difficultés avec les États membres, on en a encore dans la mise en place de ces réseaux de référence, entre autres. Mais on voit bien la nécessité de la présence de l'Union européenne dans ce domaine. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est la collecte et l'analyse des big data dans le domaine de la santé. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas un exemple européen, c'est l'exemple du Japon. En ce moment, le Japon est en train de centraliser les données médicales de façon bien sûr anonyme de ses citoyens, 130 millions de personnes qui vont avoir leurs données médicales centralisées. Et cela permet justement, et grâce entre autres à l'intelligence artificielle, cela permet de faire progresser la recherche dans des domaines très, très pointus de la santé. Et nous, pendant ce temps-là, nous avons encore 27 systèmes nationaux qui sont fragmentés, qui sont cloisonnés. Bon, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il faudrait imaginer, dans un avenir le plus proche possible, d'avoir un hub européen des données de santé. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. La lutte contre l'antibiorésistance montre bien qu'il faut absolument travailler au niveau européen. La plateforme européenne de recherche sur le cerveau, ce que l'on appelle European Brain Project, qui est financée par la recherche européenne, Horizon 2020, qui va devenir Horizon Europe. Mais je pourrais vous parler aussi de sujets que je connais bien, le règlement sur les médicaments orphelins, j'en ai parlé, le règlement sur les médicaments pédiatriques. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille, mais au niveau européen, parce qu'on ne peut faire avancer, progresser les choses qu'au niveau européen, en évitant que nous ayons des secteurs de recherche cloisonnés, où tout le monde finance la même chose, alors que là, les moyens que réclame la recherche sont de plus en plus importants, et c'est pour cela, pour éviter tout gaspillage, il est important de s'entendre et de se coordonner. Donc moi je suis convaincue, je vais terminer là-dessus, mon préambule, je suis convaincue que l'Europe de la santé doit être là, que nous devons la construire, sinon si on ne le fait pas maintenant, on n'y arrivera jamais. Parce que nous avons à faire face à des défis que représentent nos systèmes de soins, je suis convaincue que cette coopération européenne, elle est absolument incontournable. Parce qu'il faut apporter des solutions à tous ces défis auxquels nous sommes confrontés. Je vais en citer quelques exemples que vous connaissez sûrement très bien. Des budgets de santé qui devraient être en baisse. Alors qu'on a des innovations de rupture qui sont forcément plus coûteuses, qui arrivent sur le marché, qu'on ne peut pas passer à côté de ces innovations de rupture. La recherche qui se concentre sur des aires thérapeutiques de plus en plus complexes, on le sait. Les populations de patients qui sont souvent très éclatées. Entre autres, j'ai donné l'exemple des maladies rares. Les épidémies qui ne connaissent pas les frontières, bien évidemment, et entre autres dans le cadre d'une politique de vaccination, on comprend très bien qu'il faut absolument arriver à une politique de vaccination qui soit une politique européenne, qu'il n'y ait pas tant de disparités d'un État membre à l'autre dans ce domaine. Les patients qui sont de plus en plus mobiles,
Bien évidemment, la libre circulation des patients fait qu'ils sont mobiles et qu'ils sont amenés à aller chercher le meilleur traitement qui existe dans l'Union européenne. Et s'ils apprennent que... Moi, j'ai un exemple très précis sur une maladie rare qui concerne un très très jeune enfant. Les parents sont allés chercher un traitement en Allemagne parce que ce traitement en Allemagne est reconnu comme étant le plus performant dans ce cas-là. Et aujourd'hui, ces parents-là sont en train d'assumer complètement la charge financière parce que la France, malgré les interventions que j'ai pu faire au plus haut niveau, y compris auprès de la ministre, pour l'instant, la France n'accepte pas de prendre en charge le traitement. Donc, on voit bien tout ceci. Il y a beaucoup de choses à construire pour nos concitoyens. Les liens entre l'environnement, la sécurité alimentaire et la santé publique. Alors, les problèmes de qualité de l'air, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, les problèmes de qualité de l'air, le problème des perturbateurs endocriniens, ce sont des sujets que nous traitons au niveau européen et qui, effectivement, ont des liens très, très étroits avec la santé publique. Je vous ai dit aussi le marché unique du médicament, des dispositifs médicaux qui doivent répondre à des normes et à des standards européens. Et puis des professionnels de santé qui se déplacent, qui se forment, et parfois dans un autre État membre que leur propre État membre d'origine, et qui sont même amenés à aller exercer dans un autre État membre. Donc tous ces sujets-là, puis il faut parler aussi des dossiers médicaux informatisés et la collecte des big data dont j'ai parlé tout à l'heure. Tous ces sujets-là qui font qu'on comprend bien que le niveau européen est indispensable, même si, je précise bien, tout ne doit pas être traité au niveau européen. Bien évidemment, les décisions de prix de remboursement des médicaments aujourd'hui, ça doit se traiter au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout de convergence fiscale, sociale. Malheureusement, au niveau de l'Union européenne, trop de disparités d'un État membre à l'autre font que, pour l'instant, cette question-là ne peut pas être traitée au niveau européen, mais je le regrette, mais ça n'est pas possible. Et puis, alors, je termine en disant que ce que je regrette, moi, personnellement, c'est le manque de confiance que les États membres ont les uns dans les autres. Et j'ai un exemple frappant, c'est l'évaluation des technologies médicales que nous avons, nous, voté au niveau européen, une évaluation européenne des technologies médicales, c'est-à-dire pouvoir juger à l'échelle européenne si telle ou telle technologie médicale est plus performante qu'une autre. Le problème, c'est qu'on se heurte là aux autorités de santé qui ont toujours le sentiment qu'elles sont les seules à pouvoir porter une vraie évaluation et que l'évaluation qui sera donnée par un autre État membre, forcément, ne sera pas bonne et pas aussi bonne que la leur. Donc, j'ai eu l'occasion d'en discuter au ministère de la Santé. Ça, c'est une vraie difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire que l'échange d'informations, accepter que peut-être l'évaluation d'un autre soit reconnue comme étant la meilleure évaluation par des autorités de santé, là, c'est très, très compliqué. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est cela qui représente le frein à cette Europe de la santé à laquelle je crois véritablement et qu'il faut absolument construire. Merci. Je serai prête à répondre à vos questions ensuite. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Bonjour à tous. Merci à Gem pour l'invitation et pour ce beau colloque. Alors, moi, je suis un Européen convaincu, je suis un macroniste convaincu. J'ai rejoint En Marche notamment pour la question européenne. Donc, je suis à la fois plein d'espoir et à la fois assez critique sur la situation actuelle. En 2015, j'avais commis un article qui était paru dans les Échos et qui s'intitulait « La santé en Europe, cette impensée politique ». Je vous lis juste la phrase de conclusion qui résume un peu mon point de départ. L'Europe dont on raille le déficit démocratique, cette montagne économique qui n'accouche que de souris politiques, gagnerait à mettre en place les réflexions autour de la santé au cœur de ses démarches d'approfondissement. Elle se prive actuellement d'un levier intégrateur important en passant à côté d'une attente fondamentale des citoyens en matière de santé, le besoin de protection et la crainte de voir celle dont ils jouissaient disparaître. Un comble alors que la prise en charge de la maladie a permis naguère de construire des systèmes de protection sociale qui ont contribué au développement et à la prospérité d'une Europe dévastée par la guerre. En s'intéressant à nouveau aux questions liées à la protection sociale, c'est avec sa dimension citoyenne et fondatrice que l'Europe renouerait.
On a tendance à dire que la santé, c'est une préoccupation des États. Et quand on interroge les gens, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Françoise Grossetête, si on interroge les citoyens, pas que les autorités de régulation, ils vont vous dire qu'ils ont confiance dans leur propre système de santé, mais qu'ils n'ont pas trop envie de regarder ce qui se passe ailleurs. Ainsi, quand l'Europe décide de ne pas interdire une substance ou d'interdire une substance, on peut avoir un regard très critique national sur cette question-là, alors même que nos voisins ne partageraient pas notre avis comme citoyens. Et pourtant, quand je dis que c'est un levier intégrateur important, c'est que quand Guilhem avait écrit que la santé a remplacé le salut, c'est-à-dire que c'est de la santé devenue un dogme, un mythe, un objet politique puissant dans lequel se reconnaissent énormément les citoyens. On ne parle plus de patient, on parle d'usager. La métamorphose du patient à l'usager fait que le patient était plutôt passif, alors que l'usager est un ayant droit qui connaît, qui sait. Moi, je consulte encore le lundi matin à l'hôpital. Il n'est pas rare qu'un patient arrive avec une fiche Wikipédia de sa maladie pour me dire « Vous ne m'avez pas donné ça, pourquoi ?» Et c'est tant mieux, parce que ça nous fait progresser. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Et donc, il y a des attentes citoyennes extrêmement fortes vis-à-vis de la santé. Et à mesure que l'Europe a pu considérer que la santé n'était pas une prérogative communautaire, mais une prérogative des États, on a perdu un levier intégrateur démocratique extrêmement important. Je ne crois pas qu'il faille qu'on ait peur de l'Europe. Par contre, il faut qu'on ait un regard juste sur le traitement européen des questions de santé. Et ça, c'est encore autre chose. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont des grosses politiques. Alors, Françoise connaît bien mieux le sujet que moi. Ce sont des grandes politiques globales de gestion des crises, par exemple dans les risques épidémiques. La crise de Creutzfeldt-Jakob, la grippe H1N1, la gestion, la crise du VIH ont été une façon d'aborder la question sanitaire à l'échelle européenne. L'émergence des NBIC, les nouvelles technologies, nous pousse à avoir envie de se dire pourquoi pas faire un Airbus de la santé demain. Alors on parle toujours d'Airbus parce que c'est le seul exemple qu'on ait, mais il y a d'autres exemples de réussite quand même économique européenne. Mais effectivement, est-ce qu'on va faire notre plan d'intelligence artificielle en santé tout seul dans notre coin ? Ou est-ce qu'on se met à 27 autour de la table en se disant, attendez, nous réunis, on a plus de programmeurs et de développeurs en intelligence artificielle que les États-Unis ou que la Chine. La France est la meilleure école aux mathématiques du monde, on a 13 médailles Fields. On a énormément de talents européens. Si on se mettait tous autour de la table et qu'on travaillait ensemble, au lieu de travailler chacun dans notre coin, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas concurrentiel vis-à-vis des Chinois, des Américains ou des Canadiens. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des politiques d'intégration européenne à l'échelle économique et sociale qui ne vont pas forcément de soi. L'Europe s'investit aussi, me semble-t-il, effectivement dans un certain nombre de risques sanitaires, dans la santé environnementale, mais je le disais, on a un regard très critique en France sur ce qui peut être décidé ou non à l'échelle européenne en matière de santé environnementale. Et pourtant, quand on regarde bien quelques chiffres, moi qui m'ont marqué quand je les avais découverts à l'époque, vous avez un grand programme de santé européen qui est le programme 2014-2020. C'est un grand programme qui se veut. Alors, quand on regarde la liste des ambitions, c'est agir sur la prévention des maladies. Il faut lutter contre le tabac, contre les maladies virales, contre l'alcoolisme, contre Creutzfeldt-Jakob, contre l'obésité. Il faut protéger les citoyens des menaces transfrontalières graves. Il faut assurer la sécurité des soins et la qualité des soins. Il faut porter l'innovation, soutenir l'innovation. Ce plan, il est très bien quand on le regarde. 2014-2020, un plan sur 6 ans. Le budget de ce plan, 449 millions d'euros. C'est-à-dire moins d'1 € par habitant européen. Quand on met ça en rapport avec les coûts sanitaires à l'échelle européenne, rien que les maladies chroniques, les seules maladies chroniques, c'est 700 milliards d'euros de dépenses par an à l'échelle de l'Union européenne. Par an. Par an. Ça veut dire qu'on met moins d'1 millième en dépenses de santé par rapport à ce que ça nous coûte. On a un peu ce problème en France d'ailleurs, c'est-à-dire que les dépenses de prévention sont trop faibles au regard des coûts des maladies chroniques, mais à l'échelle européenne, quand on regarde ça, on ne se donne pas forcément les moyens de notre ambition. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets, plus de 70 projets européens. Et moi, je dis qu'une accumulation de projets et une accumulation de programmes, une accumulation de normes ne tient pas lieu de politique globale européenne en matière sanitaire. Et j'ai eu assez peur en lisant l'année dernière. Vous savez, il y a un programme qui s'appelle, à l'échelle européenne, « Faire moins pour faire mieux ». Et le « faire moins pour faire mieux » proposait, parmi les compétences que l'Europe pourrait laisser de côté et ne plus partager, la santé. Voilà. Moi, je pense que ce serait une erreur. Je vous dis ça pas pour dire l'Europe ne peut pas exister. Je crois profondément en l'Europe. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur d'avoir une politique sanitaire à l'échelle européenne et que c'est même un puissant levier pour faire en sorte que les gens, les citoyens connaissent mieux l'Europe et apprennent à l'aimer davantage. Donc il faut vraiment qu'on se donne les moyens. À l'échelle des luttes contre les épidémies, on va avoir un bel exemple, parce que les moustiques qui débarquent à Grenoble débarquent jusqu'en Île-de-France cette année. On sait qu'ils arriveront jusqu'au nord de Londres.
Brexit ou pas Brexit, les moustiques, ils s'en foutent. Hein. Ils arriveront au nord de Londres demain et ils sont porteurs de maladies qui sont des maladies potentiellement extrêmement graves. La dengue, le chikungunya, le West Nile. Pourquoi pas le paludisme? C'est que le dernier cas autochtone de paludisme en France, c'était en Corse dans les années 80. À mesure qu'on végétalise les espaces verts, à mesure qu'on développe les zones humides, eh bien, on crée un habitat, et à mesure que le climat se réchauffe, on crée un habitat formidable pour ces petites bêtes qui nous rapportent des maladies. Et l'OMS a dit attention, y compris en Europe, la dengue sera le fléau de l'humanité d'ici à 2035. Donc ça va nous forcer forcément à avoir des politiques concertées, parce que les moustiques, ils passent les frontières. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ils ne s'arrêtent pas à la frontière. Je dis ça à Grenoble, hein, pour ceux qui ont de la mémoire. Donc voilà, moi je suis vraiment un grand militant pour ça. Des fois j'en rage, je vous le dis, des fois j'en rage. Parce que des fois on s'abrite et ça m'énerve parce qu'on a souvent tendance à se servir de l'Europe comme d'un repoussoir quand on ne veut pas assumer des politiques publiques qu'on prend ou qu'on ne prend pas en France. Je le dis, même y compris concernant ma propre majorité, ma propre famille politique. Vous avez peut-être vu ou pas, j'essaye de faire passer le Nutri-Score, l'indice nutritionnel, pour lutter contre l'obésité. J'essaye de faire passer le Nutri-Score dans la loi et le généraliser. Et l'argument qui m'est opposé, c'est le Nutri-Score n'a pas encore une reconnaissance européenne, donc on ne peut pas le généraliser, sinon l'Italie, le Portugal vont saisir la Commission européenne, qui va saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qui va nous interdire d'utiliser le Nutri-Score. Ben non, il ne faut pas qu'on dise des trucs comme ça. Quand on dit des trucs comme ça, les citoyens entendent l'Europe nous empêche de faire. Alors que l'Europe ne doit pas nous empêcher de faire. L'Europe doit nous permettre de faire davantage, elle doit nous porter dans la mise en place de politiques publiques en santé. Et quand je vous disais tout à l'heure les écarts de dépenses entre ce que ça nous coûte et ce qu'on y met, j'aurais même dû commencer par là. C'est quel est le coût humain des inégalités sociales en Europe? Vous savez de combien varie l'espérance de vie d'un Européen à l'autre? Au sein de l'Union, on partage la même monnaie, mais pas la même chance dans la vie. Hein. D'un pays à l'autre de l'Union européenne, la mortalité infantile est multipliée par 6. On a 6 fois plus de risques de mourir à la naissance dans certains pays que dans d'autres, alors qu'on partage la même monnaie. Et l'écart d'espérance de vie, il est de 13 ans. 13 ans. Vous imaginez? C'est un écart d'espérance de vie qui est extrêmement important, poussé par les maladies chroniques, par le tabac, par tout ça, etc. Donc, pour moi, qui crois vraiment, encore une fois, en Europe sociale, en Europe progressiste, la santé est un levier puissant parce que quand on s'intéresse aux politiques de protection sociale, quand on se fixe pour objectif de réduire les inégalités de santé, quand on se fixe pour objectif de faire en sorte qu'on ait autant de chances de vivre une vie correcte et de ne pas mourir à la naissance, ça commence par là, d'un pays à l'autre de l'Union européenne, ça veut dire qu'on décide d'y mettre les moyens et de fixer ça comme un objectif très fort. La politique sanitaire européenne, c'est un des enjeux majeurs de la politique sociale et donc de la politique intégrative européenne. Voilà mon préambule. Merci beaucoup. Vous avez tous les deux abordé la question justement de la santé numérique. Est-ce que vous pourriez peut-être développer, expliquer en quoi ça consiste exactement et aussi comment l'Europe fait-elle pour avancer sur ce sujet aujourd'hui? Moi, je veux bien répondre à cette question de la santé numérique, c'est essentiel. Mais j'ai presque envie de rebondir un petit peu quand même sur un certain nombre de choses qui ont été dites, parce que je pense qu'on partage tous les deux la même conviction. Mais quand on critique l'Europe, il faut se dire d'abord de qui on parle. La plupart du temps, les freins que nous avons, ils viennent du Conseil, c'est-à-dire du Conseil européen, c'est-à-dire de nos ministres de la Santé, c'est-à-dire des gouvernements des 27, 28, disons 27 très prochainement. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure, je l'ai noté, j'enrage. Mais je peux vous dire que moi aussi, j'enrage. Donc là, je partage votre point de vue totalement. J'enrage. Alors, vous avez parlé du programme de santé environnementale 2014-2020 qui, effectivement, quand on regarde 449 millions d'euros pour 27 États membres, c'est dérisoire. Mais ça n'est pas le budget de la santé. Il y a dans le programme de recherche qui se termine maintenant Horizon 2020 et qui va être transformé en Horizon Europe pour les prochaines années. C'est un programme déjà qui augmente de façon importante. Et dans ce programme-là, il y a le secteur de la santé, de la recherche dans le domaine de la santé est essentiel. C'est très important. Alors, je n'ai pas les chiffres parce que de toute façon, on est en train de discuter du mécanisme financier pluriannuel qui concernera l'Union européenne après les élections européennes.
Donc, on n'a pas les chiffres exacts. Mais la proposition qui est faite par la Commission européenne et qui est soutenue par le Parlement européen actuel, c'est d'augmenter de façon très importante ce budget-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais le problème, c'est que quand on parle de budget, c'est que si on augmente de façon importante ce budget-là pour effectivement répondre aussi bien à la nécessité d'une politique européenne de santé, mais aussi à la nécessité pour protéger nos citoyens d'une Europe de la défense, d'une Europe spatiale, d'une Europe du numérique, etc., de la transition énergétique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Enfin, vous imaginez tous les grands sujets auxquels nous sommes confrontés. Et quand on sait que le Conseil bloque toute perspective de la moindre petite augmentation du budget européen, là, moi aussi, j'enrage. Moi aussi, j'enrage. Et je me tourne vers nos parlementaires nationaux en disant, ben oui, alors, il faut forcer nos gouvernements à accepter de prévoir un peu plus pour ce budget. Bon. Alors, vous avez même dit légiférer mieux, c'est moins légiférer. Oui, c'est vrai on peut reprocher. Bon, tout n'est pas négatif dans cette affaire-là. On pouvait reprocher, moi je le reproche en tant que député européen, la Commission européenne de 2014 a dit qu'il faut mieux légiférer, et c'est vrai qu'elle nous a donné le sentiment que pour elle, mieux légiférer, c'était moins légiférer. Mais combien de nos concitoyens ou combien de politiques disent « Ah, mais cette Europe qui s'occupe de tout ». Moi, j'entends ça en permanence. Non, elle ne s'occupe pas de tout. Parce que dans le même débat, les mêmes personnes diront « Mais pourquoi vous ne vous occupez pas de ça? Pourquoi vous ne financez pas ça ?» Donc, vous savez, les incohérences que l'on peut entendre, elles sont multiples. Et d'où la complication, hein, quand il s'agit de se dire « Oui, il faut mieux légiférer, ça c'est certain. » Ça ne veut pas dire qu'il faut moins légiférer, mais il faut définir des priorités. Alors maintenant, j'en reviens à l'importance du numérique et la télémédecine. Moi, vous savez, quand j'ai fait référence tout à l'heure à la directive soins de santé transfrontalier pour laquelle j'ai été rapporteur, je me souviens que quand j'ai abordé la deuxième lecture à l'époque, c'était dans les années 2004, 2005, je ne sais plus exactement, quand j'ai abordé cette deuxième lecture, non, même un peu plus tard, 2010 par là, il y avait 25 États membres sur 27, à l'époque la Croatie n'était pas membre de l'Union européenne, 25 États membres sur 27 qui étaient hostiles. Parce qu'ils disaient, oh là là, je me souviens de mes collègues espagnols, ah oui, mais tous les retraités européens viennent chez nous en Espagne, ils sont tous soignés chez nous, ça va nous coûter cher, et notre système de sécurité sociale va plonger, ça va être une catastrophe. Donc vous voyez, c'est vrai que l'esprit communautaire, il n'est pas ancré dans toutes les mentalités. Et chaque fois, on est confronté à l'égoïsme national de chaque État membre de l'Union européenne. Sur tous les sujets, moi, je m'en rends compte. Alors, quand j'ai travaillé sur cette directive soins de santé transfrontalier, j'avais la volonté d'inscrire un article très fort sur la télémédecine, parce que j'étais déjà absolument convaincue que c'était l'avenir. Et bien, à l'époque, j'ai eu des blocages, entre autres de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de grands pays qui, ensemble, pouvaient créer une minorité de blocage et qui ne voulaient pas en entendre parler. Et ce qui fait que j'ai été obligée, pour ne pas mettre en péril toute la directive, dans sa globalité, j'ai été obligée de faire un peu marche arrière, hein, malgré le sentiment, la conviction que j'avais, et de proposer une rédaction un peu plus soft d'un article. Et je me souviens que à cette époque-là, j'ai animé beaucoup de réunions avec les professionnels de santé, y compris en France. Et je me souviens d'avoir dit aux médecins, écoutez, allez-y sur la télémédecine, allez-y, foncez. Et le législateur sera bien obligé de vous suivre. Puisque on n'autorise pas le législateur à devancer les choses, eh bien, c'est dommage, je le regrette, mais vous faites la démonstration que c'est ça qui marche. Et aujourd'hui, c'est cela qui marche. On en est absolument convaincus. Le député que j'ai à mes côtés pourra en parler certainement encore mieux que moi. Et dans tous les domaines, on voit bien qu'aujourd'hui, on peut aller chercher la meilleure expertise possible dans l'Union européenne par
le biais du numérique, c'est quelque chose de fabuleux. Et l'intelligence artificielle, on le voit bien dans les recherches que l'on fait, entre autres sur le cerveau, l'intelligence artificielle va nous permettre de déceler des choses. Quand on dit... mon mari est radiologue. Alors, c'est un domaine que, si je suis juriste, pas médecin, mais c'est un domaine que je connais quand même bien, j'en entends parler depuis si longtemps. On dit l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue. Non. Elle va permettre peut-être, justement, d'avoir des diagnostics encore plus fins que peut-être que l'œil humain n'aurait pas vu. Et si cela permet de dégager du temps aux radiologues d'aujourd'hui, qui malheureusement, la plupart du temps, ne rencontrent même plus le patient, se contentent de regarder sur ces écrans, alors que ce qui est indispensable, c'est que le médecin, quelle que soit sa spécialité, prenne le temps de discuter avec son patient. La relation humaine, si l'intelligence artificielle permet de donner plus de temps à la relation humaine, parce qu'on aura un diagnostic encore plus sûr, encore plus fouillé, etc., ça, c'est un avantage. C'est un avantage dans le domaine de la politique de santé. Et puis, l'intelligence artificielle peut nous permettre, justement, à partir des big data et de la collecte et de l'analyse des big data, de mieux comprendre. Et en ce moment, nous travaillons sur des recherches croisées. Entre autres, on s'est aperçu que les recherches que l'on faisait sur la trisomie 21 permettaient certainement d'avoir des avancées dans la recherche sur Alzheimer et les maladies neurodégénératives, et même sur la question de l'autisme. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut avoir des recherches croisées et que les investissements que l'on fait dans un certain domaine vont pouvoir nous permettre de progresser, y compris dans d'autres domaines. C'est absolument fabuleux, c'est extraordinaire. Donc tout ceci, c'est la technologie la plus poussée, la plus pointue, mise au service du progrès, mais du progrès de l'humanité, en faveur de l'humanité et d'une relation humaine que je souhaite beaucoup plus approfondie. Parce que je pense qu'il y a eu, malheureusement, chez nos concitoyens, parfois l'impression que tout se déshumanisait. Eh bien, si le progrès, le numérique nous permet de progresser et de rendre finalement les relations professionnelles de santé, patients, plus humaines, ça sera un formidable progrès. Sur la question numérique en Europe, la médecine est en train d'être bouleversée. Vous le voyez probablement, moi je le vois comme médecin. Elle est bouleversée parce que jusqu'ici, quand je devais faire un diagnostic de maladie, j'examinais le patient, j'avais quelques données de l'examen clinique, l'auscultation, la palpation, l'interrogatoire, les antécédents, les traitements. J'avais un peu d'imagerie, un scanner, une IRM. Éventuellement, je pouvais avoir un ou deux autres examens complémentaires, des examens de biologie avec 4-5 paramètres biologiques. Et sur un cerveau à peu près constitué, on sait, à partir de ces données-là, faire un diagnostic, dire au patient, vous avez cette maladie-là, et je vais vous donner ce traitement. Vous avez peut-être entendu parler de la médecine des 4 P, c'est la médecine de demain, prédictive, préventive, personnalisée, etc., qui veut dire qu'on va vers une médecine de plus en plus affinée à l'échelle de l'individu et du patient, et bien moins à l'échelle collective et des maladies dans leur globalité. Et bien ça nécessite quoi ? Ça nécessite un support technique très important. Je parlais des NBIC, les nano-bio-technologies de l'information, sciences cognitives, qui sont en train d'arriver. La génétique. Le premier décryptage complet d'un génome humain, ça a pris 13 ans et ça a coûté 13 milliards d'euros. Aujourd'hui, vous avez votre décryptage complet du génome humain en 40 minutes pour $49. Et c'est le prix que vous le payez, ce n'est pas le prix que ça coûte à séquencer. Les Chinois sont en train de développer, parce que Xi Jinping investit énormément sur le séquençage génomique, il est en train d'investir dedans. Bientôt, on pourra le faire en l'espace de 2-3 minutes et ça coûtera une poignée de dollars. Ce qui veut dire qu'on a une cartographie complète du génome humain. D'ailleurs, il y a des bases monstrueuses qui sont en train de se constituer partout dans le monde, à travers les sites comme 23andMe ou MyHeritage, qui ont déjà des millions et des millions et des millions de génomes humains. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui la partition du corps humain. Par contre, on ne sait pas encore la lire.
Sauf exception, on ne sait pas à quoi ça sert. On essaye, mais on est en train de travailler. L'intelligence artificielle, la puissance de l'informatique nous permettent d'aller de plus en plus vite, d'aller de plus en plus loin et de commencer à comprendre comment le génome fonctionne. Et donc demain, quand je dis demain, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 20 ans, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup plus tard, quand je ferai mon diagnostic, j'aurai non seulement les données cliniques, l'imagerie, la biologie, mais j'aurai aussi des dizaines de milliers de paramètres génétiques, nano, techno, etc. à prendre en compte pour pouvoir faire le bon diagnostic pour le bon malade et lui proposer le bon traitement. Et ça, le cerveau humain, il ne sait pas faire. Donc pour ça, on aura besoin d'avoir des algorithmes décisionnels, des machines qui vont brasser tous les indicateurs et qui vont nous sortir des diagnostics les plus précis possibles. Comment est-ce qu'on développe ces algorithmes ? On les développe à partir des données des patients, c'est-à-dire à partir des bases des données de patients. Et donc la bataille qui est en train de se jouer à l'échelle de la planète aujourd'hui, pour savoir qui sera le leader mondial de la santé de demain, c'est la bataille de l'exploitation des bases de données. Et là-dessus, l'Europe, elle s'est constituée sur une notion qui était une notion de protection. C'est-à-dire qu'on a dit, surtout, n'exploitons pas les données des patients, ce sont des données personnelles qui ne doivent pas servir à autre chose qu'à soigner l'individu. Là où, dans d'autres pays, évidemment la Chine, vous imaginez bien, tout s'est constitué autour du principe d'innovation. C'est-à-dire, surtout, regardons comment on peut exploiter ces données pour être les premiers à développer des algorithmes décisionnels qu'on pourra ensuite vendre dans le monde entier. Je suis allé à Shanghai l'année dernière, j'ai rencontré 3 jeunes très sympas qui ont moins de 30 ans, à qui l'État a confié la gestion des données de 23 millions d'habitants de l'agglomération de Shanghai. Et quand j'aurais posé la question de savoir ce qu'ils géraient comme données, s'ils géraient les données de la santé, ils m'ont dit bien sûr. Qui savent à la fois si Madame Machin a acheté une télé, quelle est la télé qu'elle a achetée, et puis si elle fume et si elle a une maladie chronique. Vous voyez, c'est pas la même. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on aille vers un système chinois. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut sans doute qu'on soit capable, à partir d'un système très protégé, anonymisé, de participer à la compétition mondiale à l'échelle européenne pour être capable de dire que nous aussi, on sait faire des algorithmes et que nous aussi, on pourra développer, être parmi les leaders sur ce marché demain de la santé. Parce que sinon, on aura une autre éthique avec nous, mais on achètera des algorithmes qui auront été produits dans des conditions éthiques beaucoup plus douteuses à l'étranger, et surtout on aura complètement perdu la bataille. Ça, je vous en parle parce que, et je suis un peu long sur le sujet, parce que c'est vraiment un enjeu majeur. Dans la loi de santé, j'étais au Parlement hier, on a adopté en commission la loi de santé, on a mis en place un affreux anglicisme, j'aime pas dans la loi, mais c'est le French Health Data Hub, c'est-à-dire qu'on a un nouvel organisme qui va structurer et rassembler toutes les données des patients français. Mais il faut vite qu'on ait un European Health Data Hub. Je suis tout à fait d'accord, mais on est d'accord en plus. Vraiment à l'échelle européenne, parce qu'on aura les données de 500 millions de personnes et qu'on pourra avoir un mot à dire et jouer la bataille. Mais toujours avec cette difficulté qui est de concilier la précaution et la sécurisation des données et en même temps la nécessité impérieuse d'être capable d'innover et de participer à la compétition internationale. Alors je ne sais pas ce qu'il arrivera aux radiologues demain, je sais ce qui leur arrive aujourd'hui. Parce que la télélecture de radiologie fait que vous pouvez aujourd'hui, depuis chez vous, quand vous êtes radiologue, lire les examens à distance sur votre ordinateur, faire des rendus, et donc les hôpitaux sont en train de se vider des radiologues. Même la PHP à Paris commence à ne plus arriver à trouver assez d'universitaires pour occuper les services de radiologie. Donc là, l'ubérisation, pardon, mais de ce point de vue-là, aujourd'hui elle passe par l'humain, demain je pense qu'elle passera aussi beaucoup par les bécanes, par l'informatique, et on a maintenant des médecins français qui partent à Nouméa, parce qu'avec le décalage horaire, ils travaillent la journée, mais ils lisent les examens de radiologie dans les hôpitaux français qui sont réalisés la nuit. Mais non, mais de plus en plus. J'ai écrit à la ministre de la Santé et à la ministre de la Recherche la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, pour lui dire attention, on commence à avoir quand même une vacuité des hôpitaux français, parce que la téléradiologie, mais c'est le sens de l'histoire de toute façon. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est quelque chose qui est assez naturel. Ensuite, un autre enjeu, c'est d'être capable de partager les compétences et les connaissances techniques lorsqu'elles existent dans certains pays européens. Je vous donne un exemple. J'ai reçu il y a 2 semaines, comment il s'appelle, Microsoft Santé. Microsoft Santé, ils font le portage et le développement de pas mal de start-up dans le domaine de la santé. Et on a fait un petit détour de ce qui existe et de ce qui développe en Europe. Et notamment en Suède, qui est souvent un grand modèle en termes de prévention, de santé, de handicap, les pays du nord de l'Europe. En Suède, ils ont développé et généralisé un logiciel qui permet de dépister les troubles 10. Ça vous parle, les troubles 10 ? Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, tous les troubles de l'apprentissage des enfants. Ils ont un logiciel, une application qui regarde les mouvements oculaires sur un programme de lecture et qui est capable, avec une très bonne valeur prédictive, de dire si l'enfant a ou non des troubles 10. Dès qu'ils ont ce dépistage qui est réalisé sur un ordinateur,
ils sont envoyés directement à l'orthophoniste ou au médecin spécialiste pour confirmer, étayer le diagnostic et prendre en charge l'enfant le plus tôt possible. Je peux vous faire une prédiction, ce n'est pas demain la veille qu'on aura ça dans les écoles françaises. Ça veut dire qu'on ne sait pas suffisamment s'inspirer de ce qui existe et ce qui fonctionne dans certains pays européens pour le dire, on va le généraliser chez nous. On aime bien réinventer l'eau tiède, c'est-à-dire qu'on aime bien, ou l'eau chaude, donc on aime bien repartir à zéro, alors qu'il y a des trucs qui fonctionnent très très bien dans des pays étrangers. Moi je pense qu'on devrait presque avoir une obligation européenne, quand on montre que quelque chose fonctionne, de devoir apporter la preuve de la raison pour laquelle on empêche que ça fonctionnerait dans notre pays. Parce que là, on est en train de prendre du retard. Vous voyez, à l'échelle européenne, quand on commence à se concerter, à travailler de concert, le numérique est une opportunité formidable, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan des dépistages, sur le plan de l'éducation. On le voit bien, parce que dépister un trouble 10 très tôt, c'est donner une chance à l'enfant d'avoir une éducation adaptée. Et évidemment, sur le plan économique, puisque en créant un géant des datas de santé, en créant un géant de l'informatique capable de développer des algorithmes décisionnels en médecine, on est capable de jouer ce rôle. Et je le disais tout à l'heure, on a plus de programmeurs en intelligence artificielle en Europe qu'aux États-Unis ou qu'en Chine. Et on a plus de médailles Fields. On a la meilleure école de mathématiques au monde déjà en France. À l'échelle européenne, c'est encore mieux. On a tous les atouts. Donc il ne faut juste pas qu'on le saccage. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. Donc ce que je vous propose de faire, malheureusement, c'est de passer aux questions. Non, mais malheureusement, parce que le sujet était intéressant. Donc, monsieur derrière. Oui, vous m'entendez? Oui. Une question soft pour commencer. Le Brexit arrive, donc le 29 mars. Que va-t-il advenir de ces milliers, centaines de milliers? Je crois qu'il y a 300 000 Anglais qui vivent en France. Il y en a certainement autant en Espagne et au Portugal. Que va-t-il advenir de ces gens-là et leur système de santé? Parce qu'aujourd'hui, ils sont couverts par les accords européens, savoir qu'effectivement, ils sont traités comme citoyens français. Que va-t-il advenir de ces gens-là après le 29 mars? Bon, je ne crois pas au Brexit, mais imaginons le scénario du pire. Okay, et je voulais savoir qu'est-ce qui va devenir de ce système-là. Parce que pour les Français vivant en Angleterre, c'est facile. Ils vont traverser la Manche, ils vont se faire soigner, ils vont avoir une bonne couverture de santé. Les Anglais, quand ils doivent revenir chez eux, les Britanniques, pardon, quand ils vont retourner chez eux, ça ne va pas être la même. Je voudrais avoir votre réponse. Et si vous permettez, après, j'aurai une question un peu moins soft, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous répondre sur cette question. Au Parlement européen, en ce moment, nous sommes surchargés de textes que nous votons parce que, justement, à cause du Brexit. Et la mise en place de solutions transitoires pour justement protéger aussi bien d'abord les citoyens européens, mais aussi les citoyens britanniques qui sont sur le sol européen et qui ont décidé de s'installer depuis et qui sont installés depuis un certain temps sur le sol européen. Nous avons voté là récemment donc un dispositif qui permet justement d'assurer une période de transition en attendant l'organisation de nouvelles relations. Mais tout ceci n'est valable que s'il y a un deal, c'est-à-dire si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec un accord avec l'Union européenne. Or, vous avez compris, il y a un seul accord qui est valable, c'est ce qui est issu de 2 ans de travail, de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, lequel accord a été rejeté par le Parlement. Alors, a été rejeté aujourd'hui par le Parlement. Donc on a compris que maintenant le Royaume-Uni demande un délai supplémentaire, etc. Enfin, c'est une histoire sans fin. Mais oui, à l'anglaise, on est les premiers surpris. Parce que le Royaume-Uni était considéré comme un peuple très pragmatique. Et il l'avait montré à de nombreuses fois. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pragmatisme du tout au Royaume-Uni. Donc, si vous voulez... De même qu'on a voté un texte concernant les dispositions provisoires, transitoires pour le trafic aérien, le trafic ferroviaire, etc. Dans tous les domaines, nous votons une série de textes qui permettent d'assurer ces mesures transitoires en attendant de définir de façon définitive les nouvelles relations. Mais, je vous le dis, cela n'est valable que s'il y a un accord, c'est-à-dire que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec cet accord-là, avec un accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus rien qui ne tient. Et dans ce cas-là, c'est grave. On
On en est là aujourd'hui. Attendons le miracle. Bonjour. Alors, je voudrais parler de la médecine dite de prévention, parce que bon, c'est un petit peu du vent, et si quelqu'un pouvait développer, ça m'intéresserait. Et notamment en matière de financement, par exemple, des vaccinations. Donc ça fait partie de la médecine de prévention. Savoir s'il y avait des aides européennes, s'il y avait beaucoup d'aides européennes qui étaient donc octroyées aux États. Et en ce qui concerne leur campagne. Et puis en ce qui concerne les labos, je sais qu'ils ont aussi des financements très certainement européens pour leur recherche. Donc qu'est-ce que ça représente dans le budget de la médecine préventive ou de recherche, peu importe, chacun va classer. Moi, je n'ai pas tous les classements. Voilà, je vous remercie. Je laisserai ma collègue répondre sur la nature des budgets. Juste rappeler d'abord qu'il y a une grande disparité, je le disais tout à l'heure, d'espérance de vie, etc. au niveau européen, mais il y a aussi une grande disparité dans les dépenses de prévention. Deux chiffres, la France est le leader en pourcentage de PIB consacré à la santé, 11% des dépenses du PIB consacré à la santé en France, contre 9,9% en moyenne en Europe. Là où ça fait un peu plus mal, là où ça pique un peu, c'est que si l'Europe, les pays de l'Union européenne consacrent en moyenne 3% de leur PIB à la prévention, la France ne consacre qu'1,9%. Vous voyez, en proportion, on est à 2 sur 11 quand les autres sont à 3 sur 9 ou 3 sur 10. Donc ça veut dire qu'il y a une disparité à l'échelle européenne. Il y a des grands programmes, alors ça relève moins de la politique de l'Union européenne que de la politique de l'OMS. C'est plutôt à l'échelle mondiale que les grandes politiques de prévention sont conduites. Par exemple, la vaccination repose sur des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 183 pays sont appelés à vacciner leur population systématiquement contre l'hépatite B. 182 pays le font, la France non. La France est sortie du programme mondial de vaccination suite à des suspicions de cas de sclérose en plaques, etc., post-sang contaminé, post-vache folle, post-perte de confiance de la population française dans les autorités scientifiques, dans les autorités sanitaires, etc. Et c'est le moment où la couverture vaccinale a commencé à s'effondrer en France et qu'on s'est dit qu'on allait commencer à avoir des problèmes et voir les réémergences de maladies. Oui. Alors la vaccination coûte pas cher. Hein. Ça coûte rien en fait. Hein. À l'échelle des dépenses de santé, la vaccination, ça coûte rien. La rougeole, c'est 20 ou 25 millions sur plus de 200 milliards d'euros de dépenses de santé. Donc on est vraiment dans le trait de crayon. Donc l'Europe, je ne crois pas que l'Europe accorde de l'argent ni aux labos ni aux pays pour encourager la vaccination. Il y a des politiques de prévention et de promotion de la santé qui peuvent être accompagnées financièrement par l'Europe, mais sinon ça relève des systèmes d'assurance maladie, d'assurance santé de chacun des États. Je ne sais pas si là ça répond à votre question. Oui, la prévention, oui, je disais tout à l'heure, toutes les maladies infectieuses transmissibles, l'Europe encourage les États à lutter efficacement contre la diffusion et la circulation de maladies infectieuses transmissibles. Et l'Europe est capable d'identifier des clusters, c'est-à-dire des endroits où on a une surreprésentation de maladies infectieuses évitables. Par exemple, la rougeole, il y a eu un foyer espagnol dans un territoire où le courant anti-vax est très fort, où il y a eu 300 personnes qui ont eu la rougeole. L'Europe est intervenue en disant attention, là, il faut être capable d'arrêter ce truc-là parce que ça peut contaminer toute l'Europe. Donc, quand il y a des foyers, des choses identifiées, oui. Sinon, on est moins sur le côté vaccination que sur les grandes épidémies ou les grands risques infectieux épidémiques. Je le disais, Creutzfeldt-Jakob, H1N1, où là, les États se concertent, se regardent en se disant oulala, il y a un truc qui va nous arriver dessus. Il faut qu'on essaye de travailler ensemble plutôt que de faire ça chacun dans notre coin. Oui. En matière européenne. Oui. Il n'y a pas de financement. Je vais tout à fait dans votre sens. Alors, d'abord, je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe, elle était là pour coordonner les politiques nationales. Bien évidemment, chaque État membre est souverain de sa politique de santé, mais l'Europe, à travers des recommandations, préconise justement de faire des efforts dans le domaine de la prévention. Alors c'est vrai, et vous avez raison de le dire, les niveaux de qualité de soins ne sont pas les mêmes d'un État membre à l'autre. Je ne vais pas stigmatiser certains États membres, mais on comprend bien que dans certains États membres, on est loin d'avoir le même niveau de vie économique et social que chez nous.
ne bénéficie pas d'une ancienneté de politique de santé importante. Et donc, il y a beaucoup de retard à rattraper. Donc il y a des recommandations et la prévention, c'est important pour l'Union européenne parce qu'il vaut mieux dépenser pour la prévention que dépenser pour du curatif. La prévention, c'est toujours moins onéreux que le curatif. Mais donc ce sont des recommandations. On a eu des programmes de recommandations concernant justement la lutte contre l'obésité. Et parce que ça, c'est un phénomène qui se développe de façon importante dans l'Union européenne. Et plus d'ailleurs dans des milieux malheureusement défavorisés. Donc c'est important de travailler sur ces questions-là. Mais il y a beaucoup d'autres recommandations dans le domaine de la prévention qui sont importantes. Ça a été cité, je ne vais pas revenir dessus. Sur le budget santé, moi je vais vous dire, là aussi, travailler sur les questions de santé au niveau européen, il faut avoir une vraie conviction ancrée et chevillé au corps. Parce que j'ai vu, moi, pendant cette mandature 2014-2019, le commissaire à la santé, c'est un médecin, le commissaire Andriukaitis. Il est slovaque, c'est-à-dire issu d'un petit pays. Et vous savez, quand vous vous retrouvez au sein du collège de la Commission européenne, c'est un collège, c'est-à-dire que les décisions, elles sont prises par l'ensemble des commissaires européens. Et l'organisation de la Commission européenne, ce dernier mandat, a été un peu particulière. Le président Juncker a décidé qu'il y aurait des vice-présidents de la Commission qui chapeauteraient plusieurs commissaires. C'est-à-dire qu'il a essayé peut-être d'être un peu plus... au départ, pragmatique dans l'organisation interne de la Commission européenne, mais cela a fait qu'on a assisté on a des vice-présidents qui sont un peu plus omnipotents, et puis on a presque des sous-commissaires, je ne veux pas le dire mais de cette manière, parce que c'est dérangeant, mais des commissaires qui avaient peut-être moins de pouvoir. Et d'autant plus quand ils appartiennent à un petit État membre, et d'autant plus quand il s'agit de la santé, où beaucoup disent « Oh, ça c'est la subsidiarité, on n'a qu'à laisser aux États membres, etc. » Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec le commissaire à la santé, qui est un médecin qui est frustré, comme vous ne pouvez pas savoir, qui va quitter cette commission en ayant le sentiment de ne pas avoir pu faire bouger les lignes suffisamment, parce qu'il n'a pas pu se faire entendre suffisamment. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet aussi au sein du Parlement européen. Et s'il y a un message que je transmettrai à des députés européens qui vont arriver dans ce Parlement, des nouveaux députés, et je le transmettrai à ceux qui ont des vraies convictions européennes, c'est battez-vous pour que la santé tienne toujours sa place. Parce que quand nos concitoyens ont le sentiment que l'Europe, c'est loin d'eux, si on veut leur montrer que l'Europe, c'est l'Europe de la proximité, la question de la santé, c'est vraiment un des bons exemples. Et bien, ce commissaire, Andriukaitis, va quitter la Commission européenne avec une vraie frustration au fond de lui de ne pas être arrivé pendant ces 5 années à faire bouger suffisamment les lignes. Combien de fois il m'a fait venir dans son bureau en me disant « Madame Grossetête, la semaine prochaine, en plénière à Strasbourg, je vais annoncer ça. J'ai besoin du soutien du Parlement. J'ai besoin de votre soutien. Il faut absolument forcer pour que l'ensemble de la Commission, le collège des commissaires, mais aussi le Conseil, s'engage sur tel et tel sujet. » On a besoin de travailler sur les cancers. Moi, je pousse vraiment la Commission européenne à faire le maximum dans le domaine des cancers pédiatriques, où là, il y a encore tout à faire. Je peux vous dire que ce sont des combats que nous menons. Mais il faut qu'au Parlement européen, on ait aussi des députés européens qui aient cette conviction chevillée au corps. Moi, je ne retournerai pas au Parlement européen pour des raisons plus politiques. Ce n'est pas parce que je suis fatiguée, pas du tout, mais
pour des raisons politiques, je ne retournerai pas là, mais j'essaierai de transmettre des messages à tous ceux qui arriveront là, en leur disant il y a vraiment des sujets sur lesquels il faut travailler et il faut ne pas baisser les bras, parce que cette question de la santé, c'est toujours un peu une question qu'on met un peu à part. Et moi, puisque je me suis représentée 5 fois au Parlement européen, chaque fois je me suis battue pour que la santé ait toute sa place au cœur des politiques européennes, parce qu'on le voit bien, c'est indispensable. Nous sommes pris par le temps, donc si tous les deux vous êtes disponibles après la table ronde, ouais, vous pourrez essayer de les poser par la suite. Je vous réponds à la question des déserts médicaux. Bon, d'abord, il faut rappeler qu'on a parlé d'Europe parce que c'était un peu le sujet, mais on peut parler d'accès aux soins. Moi, j'ai l'habitude d'en parler partout. Dans la loi de santé, hier, on a voté la suppression du numerus clausus, qui était un système complètement débilitant, anachronique et abscon. On l'a voté hier. Bon, oui, enfin moi ça fait des années que j'en parle, mais on l'a voté hier. On l'a voté hier, avant-hier. On l'a voté hier. Et c'était à ma demande. Je vous garantir, c'était un combat personnel. On a supprimé le numerus clausus parce que pourquoi ? Vous savez quel est l'argument ? Pardon. On va pas parler des déserts médicaux. On peut en parler si vous voulez plus tard ou venez me voir à la permanence. Mais honnêtement, j'ai réussi quand j'en ai parlé au président Macron quand il était candidat en campagne. J'avais utilisé l'argument européen pour dire qu'il fallait supprimer le numerus clausus. Pourquoi ? Parce que dans une Europe de libre circulation des professionnels, tous les médecins diplômés de l'Union européenne peuvent venir en France s'installer. On fait même mieux que ça, on paye des chasseurs de tête qui vont aller en Roumanie piller les médecins roumains. Ça coûte 40 000 € de former un médecin roumain. Moi, j'avais vu un jour un ministre de la Santé roumain qui m'avait dit « Vous êtes très sympa avec vos déserts, mais enfin, on en a un peu en Roumanie. Si vous pouviez éviter de payer des mecs qui vont leur proposer des ponts d'or pour s'implanter dans vos campagnes, ce serait assez respectueux pour nous. » C'est vrai que c'était quand même pas très éthique ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. Mais le deuxième effet qui se coule, c'était pas ça. Le deuxième effet qui se coule, c'est des étudiants français qui ont vraiment envie de devenir médecins, mais qui n'ont pas envie de se percuter sur des QCM avec un concours beaucoup trop strict, et qui ont dit mais nous on est intéressés pour aller aussi nous former ailleurs en Europe. Et vous avez des écoles francophones de médecine, francophones, qui ont ouvert en Roumanie, en Espagne, destinées à accueillir les jeunes étudiants, et la Belgique pour les kinés énormément, destinées à accueillir les jeunes étudiants français en leur disant on va vous former en français. Et encore un médecin roumain diplômé en Roumanie, vous faites assez vite la différence quand vous rentrez dans son cabinet. Un médecin français formé en français en Roumanie qui s'implante, ils vont arriver dans 2 ou 3 ans les premiers médecins, le niveau et la durée de formation n'est pas strictement la même. Vous voyez, pour faire la différence, ce sera compliqué. Donc rien que ça voulait dire que le numerus clausus, c'était quoi ? Un formidable outil pour empêcher des médecins français de faire médecine en France. Mais on n'empêchait pas les médecins étrangers de s'installer en France, et on encourageait même les futurs médecins français à se former à l'étranger. Donc rien que cet argument européen de libre circulation des professionnels justifiait le fait que notre outil de régulation n'en était plus un. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre qu'il fallait supprimer le numerus clausus. Donc ça c'est une première réponse qui apportera des réponses en 10 ans. Après sur le trou démographique, je vais vous dire une chose, on en a pour 8 ans. On en a pour 8 ans. Quand j'ai passé le concours de médecine en première année à Grenoble, nous étions 3490 France entière à être admis en deuxième année. C'était le pire, 98. Quand le numerus clausus a été installé dans les années 60, on en formait 8500 par an. Cette année, on en forme 8500. La différence, on est 20 millions de plus, on vit 15 ans de plus, on a beaucoup plus de maladies chroniques et le progrès technique et la façon d'exercer la médecine a changé. Donc évidemment, les pouvoirs publics ont pendant 20 ans complètement déliré sur cette question de la démographie. On l'a supprimé avant-hier. Ce n'est pas la réponse pour demain, mais c'est une réponse à part entière. Tout simplement parce qu'on pensait faire des économies dans nos budgets santé en réduisant le nombre de médecins. Enfin, là vraiment, enfin, les pouvoirs en place à ces époques-là
qui d'ailleurs relevaient de ma propre famille politique, ont commis des erreurs catastrophiques. C'est vrai, et on le paye cher maintenant. Mais bravo à ce que vous avez voté hier.